Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes réunis ce matin pour faire un point de milieu d'année sur à la fois les événements macroéconomiques de cette année, ainsi que deux stratégies qui nous apparaissent très adaptées à ce contexte. Pour ce faire, je suis accompagné de Alexandre Taillable, responsable de l'allocation chez Sycomore, de Gilles Lenoir, gérant du fonds Sycomore Partners, et de Alban Faubert, gérant de la stratégie Écosolutions. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit point avec Alexandre sur la partie macroéconomie. L'année 2022 avait été particulièrement compliquée. On parlait de récession pour les marchés globaux. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en ce début d'année, les marchés boursiers ont plutôt bien tenu, notamment le CAC 40 et le Nasdaq. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur ces événements et pourquoi les marchés ont aussi bien tenu en ce début d'année? Oui, donc en fait, 2022, globalement, ça a été une année très compliquée, baisse continue sur toutes les classes d'actifs. Il faut le rappeler, c'est ce qui fait que les fonds d'allocation, y compris les fonds prudents, ont sous-performé l'année dernière. Ça s'expliquait par plusieurs choses, un contexte géopolitique extrêmement compliqué avec la guerre Russie-Ukraine notamment, mais aussi avec une inflation qui avait décollé très très fort, notamment via le prix des matières premières, et qui a fait que les banques centrales ont dû resserrer leur politique monétaire fortement et très rapidement. D'ailleurs, la rapidité du cycle de hausse de taux est historique, et c'est ce qui a fait la mauvaise performance, entre guillemets, de l'année 2022. Et début 2023, on a eu un retournement de toutes les classes d'actifs extrêmement fort, pour différentes raisons. La première, c'est que on se rendait compte que la grande crise énergétique que devait vivre l'Europe, finalement, elle se passait plutôt bien, puisque les stocks de gaz avaient été reconstitués et le prix des matières premières commençait petit à petit à refluer. Et d'autre part, cette crise énergétique qui devait amener une récession, finalement, on était dans une récession beaucoup moins forte que ce qui était attendu. Donc, le fait que la situation soit vue comme étant moins mauvaise, ce que ça a déclenché, c'est ce qu'on appelle du rachat de short, puisque le positionnement des investisseurs globalement était très short. Et ce rachat de short a fait remonter le marché très très fort, notamment le marché action, sur les 5 premières semaines de 2023. Globalement, après, on a eu un marché qui était assez topiche et on a eu les deux événements en début d'année, en mars 2023, SVB et Crédit Suisse. Alors, ces deux événements sont particulièrement intéressants parce que, à mon sens, ce que ça affiche, c'est que si à un moment donné, quelque chose craque, quelque chose de systémique, ou si l'économie ralentit trop fortement, les banques centrales seront là. Elles n'ont pas rien fait, alors que les mesures soient bonnes ou mauvaises. Elles sont très différentes pour SVB et pour Crédit Suisse, mais globalement, les banques centrales des deux pays en question ont fait quelque chose à ce moment-là. Et donc ensuite, le rebond a été assez rapide. Cette crise a été passée en quelques semaines et ça nous amène à aujourd'hui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a finalement une économie qui est scindée en deux. Une partie de l'économie nous dit, et donc c'est le manufacturier et l'industriel, nous dit on va vers une récession plus forte qu'une récession technique, notamment quand on regarde le PMI manufacturier en Allemagne qui est sorti à 41, donc nettement en territoire de contraction. On se dit qu'on va vers la récession. Et de l'autre côté, on a la consommation et les services qui tiennent plutôt très bien, largement au-dessus de 50, donc en phase d'expansion. Pour la zone euro, on est à 52,5 sur le plus récent. Et aux États-Unis, on est encore à 54. Donc, services, consommation et emploi sont aujourd'hui les facteurs qui font tenir l'économie. Et nous, en termes de perspective, ce que ça nous fait dire, c'est que ce décalage de phase entre l'industriel et le manufacturier d'un côté et la consommation et les services de l'autre va faire que la récession va plutôt être douce, ce qu'on appelle un soft landing. Et d'ailleurs, à ce propos, le fait qu'aujourd'hui, on voit un mouvement de ralentissement de la consommation et des services, on est parti quand même de 55-57 pour arriver vers 52, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ce que ça apporte, c'est une désinflation qui est attendue comme le Messie, j'allais dire, par les banques centrales. Donc, partant de ça, le scénario pour les mois à venir, à notre sens, c'est une récession technique ou une récession douce, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il faut quand même le dire, si on prend la définition propre de la récession, on est en récession aujourd'hui en Europe. On a fait moins 0,10 au quatrième trimestre 2022, ça a été révisé à la baisse, et pareil, moins 0,10 au premier trimestre 2023. Si ça s'arrête là, nous, ça nous va très bien. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt une récession douce et donc un positionnement des investisseurs qui est trop négatif à notre sens. C'est-à-dire que même si les shorts se sont réduits, les investisseurs ne sont pas du tout revenus sur le marché action. Un chiffre très simple, il reste encore 5 000 milliards sur les fonds monétaires américains en dollars.
à un moment donné, on est sur ces fonds monétaires parce qu'on pense que la situation va se compliquer assez fortement, et donc on est prêt à accepter des taux réels négatifs. Par rapport à l'inflation américaine, on est en dessous au niveau de ces taux du marché monétaire pendant un certain temps. Si la récession est plus douce qu'attendue, on pense bien que même si les taux réels, admettons, repassent positifs à 1%, les investisseurs vont chercher quelque chose en plus. Et donc, cet amas de dollars dans les fonds monétaires va se réallouer quelque part, et normalement sur les equities, sur les actions, puisque sur l'obligataire, on aura à peu près la même rémunération que sur le marché monétaire aujourd'hui, puisque la courbe est plate, voire même inversée très fortement aux États-Unis. Et donc, c'est un peu cette problématique de positionnement qui fait que nous sommes encore positifs sur le marché action, puisqu'on pose beaucoup la question de le marché est quand même très haut. Alors oui, en niveau de prix, il est très haut. Quand on regarde les price earnings, la valorisation, il est quand même moins haut que 2021. Et si on apporte la variante taux et qu'on regarde la prime de risque, là, effectivement, il est quand même assez haut. Mais on pense qu'il y a encore du grain à moudre. On le voit sur n'importe quelle thématique qui peut, j'allais dire, sortir du chapeau d'un coup, typiquement l'intelligence artificielle qui a tiré le S&P 500 très très fort vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui allait très vite, mais l'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est une thématique qui va durer dans le temps. Donc entre le temps du marché et le temps de l'économie, il y a un décalage qui est à noter quand même. Et donc, là, sur les derniers mouvements, ce qu'on peut décrire quand même, c'est qu'il y a une petite baisse du marché, on va dire une petite respiration sur les derniers jours, les dernières semaines. C'est dû à plusieurs choses. C'est que les derniers indicateurs économiques, encore une fois, plus sur la partie industrielle, montrent un ralentissement plus fort que ce qui est attendu. On a en face un discours des banques centrales qui est plus hawkish, plus agressif que ce qui est attendu. Moi, je suis frappé par le fait que les banques centrales insistent autant sur leur objectif d'inflation à 2%, qui me semble irréalisable, même pour les banques centrales. On ne parle pas d'atteindre cet objectif avant 2025. Donc, si on retourne dans cette phase de dogmatisme des banques centrales d'un côté et qu'on se dirige de plus en plus vers la récession, alors à ce moment-là, le marché risque de retourner dans une phase 2022. Ce n'est pas notre scénario. Notre scénario, c'est que les banques centrales ont raison d'être encore un peu agressives parce que le cycle tient toujours et que l'inflation est encore élevée. Mais à partir du moment où on va voir cette inflation ralentir, ce qui est déjà en train d'être le cas, on devrait avoir des banques centrales un petit peu plus accommodantes, au moins dans la parole. La deuxième chose, le deuxième point sur les mouvements récents, c'est qu'on espérait quand même un redémarrage de la Chine beaucoup plus fort que ce qui est effectivement le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, ça s'explique par une chose très simple. Là aussi, c'est la même séparation. C'est que d'un côté, le manufacturier, notamment la construction, ne redémarre absolument pas en Chine. Et de l'autre, on a une consommation qui redémarre, mais qui ne redémarre pas comme aux US au moment du grand reopening. C'est aussi dû à un problème de confiance des ménages chinois qui ont été quand même, entre guillemets, libérés, puis reconfinés, puis libérés, puis reconfinés. Donc là, on y va un petit peu plus progressivement. Donc ça me paraît assez logique. Ce qu'on peut attendre quand même si ça met du temps là aussi à démarrer, c'est un plan de relance de la part du pouvoir chinois. On a eu des baisses de taux, mais 10 points de base, ça ne change pas vraiment la donne. Donc les prochains catalyseurs, à mon sens, à court terme, on le voit à la physionomie du marché, on parle de macro, on a des indicateurs économiques, globalement le marché stagne ou baisse. On a une saison de publication de résultats, le marché a plutôt tendance à reprendre à la hausse. Donc finalement, la hausse du marché, elle se fait via la micro. Et donc la prochaine saison de résultats, on la prévoit comme étant bonne encore une fois, avec plutôt, c'est pas tellement le monde de surprises positives qui nous intéresse, c'est que le positionnement est tellement négatif qu'on attend, nous, moins de déception que ce qui est prévu. Et donc ça devrait suffire à donner un peu de soulagement au marché et un nouveau catalyseur positif. Et puis après, c'est des catalyseurs sur lesquels je ne vais pas développer parce qu'on ne peut pas les prévoir finalement, que ce soit un plan de relance en Chine, j'ai aucune information sur ce que vont faire les pouvoirs chinois, que ce soit sur l'arrêt du conflit Russie-Ukraine, j'ai aucune information là non plus et ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Donc voilà, il peut y avoir des catalyseurs exogènes, mais le premier et le plus proche de nous, c'est la saison de résultats à venir. Et tant qu'on voit des indicateurs économiques sur les services qui tiennent et une inflation qui petit à petit ralentit, alors on aura plutôt des bonnes nouvelles et une réallocation sur le marché action.
D'ailleurs, petite précision sur l'inflation, et je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, 30 à 40% de l'inflation nominale et 60% de l'inflation corps, c'est l'immobilier. Donc, ce que font les banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles essayent de ralentir le marché immobilier. Point. On voit des signes de ralentissement, on voit une baisse de la demande, mais il y a une inertie qui est très forte et qui fait que les prix ne baissent pas tout de suite. D'autant que le calcul des prix de l'immobilier dans l'inflation américaine est quand même très complexe, ce n'est pas juste les prix de l'immobilier. Donc ça a une inertie, on devrait le voir plutôt sur la deuxième partie de l'année, voire début 2024. Et donc à ce moment-là, on pourra avoir des banques centrales qui sont beaucoup moins agressives, ce qui soulagera le marché dans son ensemble. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, quand on t'entend, c'est vrai qu'on entend plutôt plusieurs catalyseurs favorables au marché actions, que ce soit des flux qui se réallouent du fonds monétaire vers des fonds actions, notamment peut-être plus les saisons de résultats, et c'est là où on verra peut-être plus d'intérêt sur les stratégies fondamentales bottom-up. Et donc, c'est un peu ce pourquoi tu es là aujourd'hui, Gilles, c'est pour nous parler de Sycomore Partners, qui est un fonds flexible, mais avec une conviction forte sur les actions et des stratégies bottom-up. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler un peu comment tu gères cette stratégie et quelles sont un peu tes convictions sur cette stratégie? Tout à fait, Silo. Écoute, tout d'abord, juste 2-3 mots pour me présenter, puisque je suis arrivé chez Sycomore il y a un peu plus de 6 mois pour reprendre la gestion de Sycomore Partners. Voilà, mon background, c'est d'avoir travaillé à peu près plus de 20 ans dans la gestion action, et plus particulièrement chez Exane pour gérer un fonds de performance absolue, et ce qui m'a donné donc une sensibilité extrêmement forte sur la préservation du capital. Les partners, en fait, ce n'est pas simplement moi, c'est une équipe. Et il y a Olivier Cassé, qui est co-gérant du fonds avec qui j'échange beaucoup. Il y a Anne-Claire Impérial, qui est la référente ESG. Et puis, il y a Alexandre, qui est juste à ma droite, que vous avez entendu, et qui, justement, m'aide à définir un peu l'exposition nette aux actions de partners. Alors, concernant Partners, il y a des choses qui n'ont pas changé depuis que j'ai repris, en fait, la gestion du fonds. Tout d'abord, ce sont, en fait, les 3 piliers fondateurs du fonds. Le premier pilier, c'est la flexibilité du fonds. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu l'as dit, le fonds il peut être exposé entre 0 et 100% aux actions, et ça donne donc un certain confort, c'est-à-dire ne pas être obligé en permanence en fait, d'être investi dans le marché action à un moment où éventuellement le marché peut être extrêmement topiche, ou en revanche, ça peut donner l'opportunité de prendre un peu finalement d'envergure, d'exposition dès lors que le marché est plutôt survendu. Le deuxième pilier, en fait, c'est la concentration du portefeuille, c'est-à-dire véritablement refléter nos convictions. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un cadre d'avoir simplement entre 20 et 30 valeurs dans le portefeuille en actions, sachant qu'aujourd'hui, typiquement, il y a 4-5 valeurs qui sont au-dessus de 5% dans le portefeuille. Donc, vraiment refléter nos convictions. Et puis, enfin, le troisième pilier, c'est donc ce pilier aussi qui est dès l'origine du fonds, c'est plutôt mettre des valeurs qui ont à chaque fois des potentiels d'appréciation très significatifs. Et donc, ça crée un petit biais value. Alors, dans ce qui a changé, par contre, c'est qu'on a implémenté un thème. Et on a choisi un thème qui soit vraiment structurant et qui, en même temps, peut délivrer de la performance ou doit délivrer de la performance boursière. Et ce thème qu'on a choisi, c'est le thème de la transformation, stratégique ESG. En fait, c'est un thème qui crée de la performance boursière parce qu'une transformation réussie, eh bien, ça agit sur les 2 moteurs de la performance boursière. C'est-à-dire que si une boîte se transforme, eh bien, elle a une croissance normative qui est un peu plus élevée et une rentabilité normative qui est un peu plus élevée. Et donc, il y a des révisions à la hausse au fur et à mesure, et donc ça crée de la performance boursière. Par ailleurs, si la transformation aussi est réussie de la société, eh bien, la perception des investisseurs et du marché de la société va s'améliorer, et donc les multiples qui sont accordés par le marché, eh bien, ils vont s'inflater un petit peu et créer de la performance boursière. Donc, qu'est-ce qu'on appelle transformation stratégique ESG dans Sycomore Partners? On a essayé de conceptualiser un petit peu en fait ce thème en mettant plusieurs sous-thèmes dedans. Le premier sous-thème, c'est celui qui est le plus connu, c'est la rotation d'actifs. C'est-à-dire que chaque portefeuille, chaque société, plutôt d'ailleurs les grosses sociétés, ont des portefeuilles d'actifs en fait, qui sont assez diversifiés. Ils ont toujours un peu des business qui marchent un peu moins bien et des business qui finalement créent un peu plus de valeur. Et donc, la plupart des grandes sociétés, celles qui ont une bonne stratégie, vont vendre une partie finalement de ces actifs qui n'arrivent pas à valoriser véritablement en interne. Ils vont les donner à un nouveau propriétaire et en revanche, elles vont acheter des actifs qui vont leur permettre de se transformer et de grandir et de s'améliorer.
Ce sont des stratégies typiquement qui ont été développées par Engie ou Saint-Gobain. Ça peut être aussi une recherche de leadership, comme par exemple une société comme ALD, qui est notre deuxième position dans le portefeuille, qui fait une fusion avec LeasePlan, et ça leur permet en fait d'être très, en termes de taille, d'être très en avance par rapport à la concurrence. Ça peut être le pivot aussi. Le pivot, comme l'a fait par exemple Publicis, c'est-à-dire en voyant finalement la menace du numérique sur l'activité créative d'une agence de publicité, ils se sont dit, bah, tiens, on va plutôt prendre le mouvement plutôt que de le subir. Et donc, Publicis a acheté dans les dernières années Epsilon et Sapient. Et c'est ainsi que finalement, la croissance organique d'un Publicis est bien meilleure que ses comparables en ayant cette transformation. Alors, je ne vais pas décliner l'ensemble des transformations possibles qu'il y a dans Partners. En revanche, j'aimerais juste mentionner notre première position, qui est vraiment pour nous un exemple emblématique d'une transformation stratégique et en même temps ESG. C'est RWE, une utilities allemande, qui, pour montrer un peu le temps long d'une transformation, parce qu'une transformation, ça ne se fait pas comme ça, qui a, depuis plus de 5 ans, en fait, échangé des actifs avec l'autre utilities allemande, qui est E.ON, pour essayer de prendre la vague des renouvelables. Et donc, elle a pris cette base d'actifs de renouvelables. Et puis, dans le temps, elle a réalisé finalement que ça ne servait absolument rien d'avoir un mix énergétique aussi exposé au carbone, et notamment au charbon, puisque encore en 2022, plus de la moitié de sa génération est sur le charbon. Et donc, elle a défini un plan pour sortir du charbon d'ici 2030, usine par usine. Certaines seront fermées, d'autres seront transformées en usines à gaz avec une voie pour sortir vers l'hydrogène. Et ça, une transformation aussi forte, forcément, ça change la perception des investisseurs. Donc, au fur et à mesure, cette société, grâce à cette transformation, va bénéficier d'un re-rating. Merci beaucoup, Gilles. Et finalement, Sycomore Partners reste quand même un fonds flexible. Là, on a beaucoup parlé de sociétés un peu et d'analyses cas par cas, mais est-ce que tu t'affranchis totalement de la macroéconomie pour faire ton allocation, que ce soit action ou cash? Non, on essaie de combiner effectivement les deux approches, top-down et bottom-up. C'est notamment pour ça que Alexandre fait partie de l'équipe. Pour un fonds flexible, c'est évidemment primordial. Et donc, pour piloter cette exposition nette, on a un indicateur interne qui nous permet, en fait, tout simplement de voir un peu où se situe le marché en termes de valorisation par rapport à son historique. Alors, si je regarde un peu quels sont été les mouvements, par exemple, d'exposition nette que j'ai pu faire sur le premier semestre dans Partners, on a profité, par exemple, de l'épisode de la faillite de la Silicon Valley Bank, comme l'a mentionné justement Alex, pour reprendre un peu d'exposition à un moment où le marché avait un peu souffert et se remettre un peu sur une exposition un peu plus neutre, puisqu'aujourd'hui, on est sur une exposition nette qui est un peu au-dessus de 50%. Merci beaucoup, Gilles. Alors, autre thématique, une thématique plutôt de long terme. Donc, on a chez Sycomore développé, et notamment Alban ici, une stratégie sur la transition environnementale, donc Sycomore Éco-Solutions, qui a maintenant presque 8 ans, qui passe 8 ans fin août. Et on a notamment développé une stratégie plus globale sur cette thématique-là. Et peut-être pourrais-tu nous expliquer un peu la genèse de cette création et pourquoi on a souhaité développer une thématique plus globale sur notre Bien sûr. Alors déjà, on peut revenir loin en arrière. Avec les transitions énergétiques, il faut savoir qu'elles sont toujours très longues. Quand on prend l'exemple du passage du charbon au bois, par exemple, ça a démarré au XVIIIe siècle, ça a mis plus de 100 ans à vraiment bien avancer. Là, on a une transition énergétique actuelle qui est spécifique puisqu'elle est non seulement drivée par des nouvelles technologies, mais elle est surtout drivée par l'urgence climatique. C'est aussi et surtout une transition écologique. Et donc, il faut agir vite. Il faut agir plus vite qu'on a agi lors des dernières transitions énergétiques. Et c'est le cas avec les gouvernements. On voit une grosse accélération avec des annonces d'ambition de neutralité carbone à 2050, 2060 dans finalement tous les grands pays du monde, même la Chine, la Russie, etc. Et on voit évidemment qu'au niveau des entreprises aussi, ça agit vite. Il y a une vraie transformation de notre univers d'investissement avec des introductions en bourse, un univers qui est très mouvant, très dynamique. Typiquement, si on revient dans les débuts des années 90, on peut estimer qu'il y avait environ 250 valeurs qui étaient vraiment exposées à la thématique transition énergétique, avec transition écologique et énergétique d'ailleurs, avec surtout un prisme européen et un focus sur les utilities et l'économie circulaire. Aujourd'hui,
C'est beaucoup plus global. Il y a des chaînes de valeur qui se sont structurées un peu partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, autour des batteries, du solaire, des véhicules électriques, etc., etc. Donc, il a fallu s'adapter. On a voulu lancer également donc, un fonds global. On a étoffé l'équipe avec le recrutement de Thibaut Renou, qui vient compléter cette belle équipe qu'on constituait déjà avec Pierre Abadi. Et donc, Thibaut, c'était vraiment le profil parfait pour nous rejoindre. Il vient de la Banque de France. Il avait une expertise sur les fonds globaux, expertise ESG et sur la transition énergétique. Un vrai expert. Donc, voilà, on est très content de l'accueillir au sein de notre équipe. Parfait. Bienvenue à Thibaut dans ton équipe. Et donc, tu disais justement que l'univers était peut-être plus vaste justement sur la partie de transition environnementale. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, on voit une émergence assez importante de fonds avec des ambitions environnementales, que ce soit des fonds bas carbone, peut-être des ETF clean tech. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer déjà comment vous vous différenciez dans votre approche et justement comment vous vous positionnez par rapport à ces fonds-là qui sont assez pléthoriques? Oui, c'est vrai que c'est un environnement très concurrentiel, donc il faut être performant, et c'est ce qu'on vise. Alors, on a justement un process d'investissement qui est prouvé grâce au track du fonds Sycomore Europe Écosolutions. On va dire que le cœur du process d'investissement, c'est la NEC, cette métrique d'impact qu'on a développée initialement avec l'expertise de cabinets de conseil spécialisés sur les questions environnementales avec Eric Antis, une métrique qui est désormais open source et donc qui a des vrais avantages selon nous. Voilà, on parle souvent de l'empreinte carbone, notamment pour les fonds bas carbone. Pour nous, il y a des vrais écueils à cette métrique de l'empreinte carbone. C'est déjà qu'elle se focalise uniquement sur le changement climatique. Alors évidemment, c'est un enjeu extrêmement important, mais ce n'est pas le seul enjeu environnemental. On oublie, si on se focalise sur l'empreinte carbone, tout ce qui est lié à l'eau, à la qualité de l'air, à la biodiversité, notamment. Donc, du coup, on a développé cette NEC afin d'intégrer tous ces enjeux environnementaux dans une seule et même métrique. Et aussi, cette métrique, elle a l'avantage de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service. Donc, pour nous, c'est vraiment un avantage concurrentiel fort de baser nos investissements sur cette NEC. Donc, on va évidemment investir dans des sociétés qui ont une NEC positive, supérieure à 0. Elle va de moins 100% à plus 100%, et même supérieure à 10% pour être sûr d'un impact environnemental net, vertueux, positif des sociétés dans lesquelles on sera investi. Du coup, ça nous amène à investir dans différentes sous-thématiques, évidemment les énergies renouvelables, comme Boralex ou Nextera Énergie dans ce fonds global éco-solutions. Également tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique avec du Schneider Electric, du Eaton, tout ce qui est lié à la mobilité durable, dans le rail par exemple avec Wabtec ou Alstom, dans le vélo aussi, avec Shimano ou Giant. Tout ce qui est lié à la construction durable, Owens Corning ou Saint-Gobain par exemple, dans l'alimentation et la consommation durable, responsable, Sonopta, typiquement dans l'alimentation végétale, les écoservices avec Arcadis, ou encore la gestion durable des ressources ou l'économie circulaire. Donc, c'est un univers très vaste avec des chemins de performance qui sont vraiment différents entre l'économie circulaire et les énergies renouvelables, par exemple, des drivers de performance très différents. Et donc, ça nous permet d'avoir un portefeuille équilibré. Et évidemment, au-delà de la NEC, on veut donc investir dans des sociétés qui ont un impact environnemental évidemment positif. On veut aussi investir dans les sociétés qui n'ont pas d'impact négatif sur les autres parties prenantes. Donc, on intègre évidemment notre méthodologie SPICE pour s'assurer des bonnes pratiques ESG au sens large de toutes les entreprises qui vont être investies dans notre portefeuille. Et peut-être plus largement revenir sur les perspectives, mais notamment aussi peut-être sur le début d'année, refaire un petit point de comment s'est passée la thématique, comment a vécu la thématique pour le début d'année, et puis aussi plus précisément, donc Sycomore Global Éco-Solutions, et peut-être sur une note très positive, nous expliquer pourquoi c'est la thématique des années à venir. Des siècles, des années, des décennies, des siècles à venir. Alors déjà, effectivement, revenir sur le passé. 2022 a été... Après, ça a été une année compliquée pour les marchés boursiers, mais pour le fonds, Global Éco-Solutions, ça a été une année relativement satisfaisante puisqu'on était en ligne avec l'indice, alors que c'était quand même une année qui avait été drivée par les bonnes performances de l'énergie, du pétrole et de l'armement, évidemment, des secteurs desquels on était absent dans le fonds. Début 2023 était plutôt dynamique, sous l'impulsion notamment des plans de relance IRA aux États-Unis, les annonces européennes également avec du reshoring en cours. Et puis finalement, il y a eu ce fameux épisode de SV Bank qui
qui a alimenté un peu de stress évidemment sur le marché, qui a remis des craintes sur la récession sur le marché. Et tout ça, ça a été assez négatif pour le positionnement du fonds, avec un biais industriel marqué, logique pour un fonds de transition énergétique. Et donc, la performance a été beaucoup plus décevante depuis mars, avec en plus un marché qui a fortement rebondi sur la thématique de l'IA avec les GAFAM. Et on est également non investi sur ces sociétés qui n'ont pas un impact en métal positif. Je pense que c'est indéniable. Malgré tout, il y a des vrais signaux d'espoir avec des perspectives qui sont plus que favorables pour la thématique. Et ça, ce sera durable. Alors, malheureusement, l'état de la planète, on le voit avec Copernicus qui a alerté sur un début de mois de juin le plus chaud jamais enregistré. On l'a tous ressenti, je pense, avec ces températures quasi caniculaires à Paris, mais partout dans le monde, des pics à 40 degrés en Sibérie, etc. Donc, voilà, on est vraiment, encore une fois, dans l'urgence. Et puis, il y a ces plans de relance. Donc, l'IRA, c'est 430 milliards d'euros sur 10 ans aux États-Unis pour la transition écologique énergétique. C'est massif. Et finalement, ce n'est pas tant que ça, parce qu'on estime, l'IEA, le scénario de l'IEA estime que pour viser la neutralité carbone entre 2020 et 2030, il faut investir 6 000 milliards de dollars. Donc, voilà, on n'est pas au bout du chemin. Clairement, il y a vraiment de très belles perspectives sur la thématique. L'IRA, par exemple, doit multiplier par 5 les installations de panneaux solaires aux États-Unis. Donc, on joue cette thématique dans le fond au travers de dossiers comme Enphase, Scholz ou encore SolarEdge. Voilà, et puis en Europe, c'est idem. Il y a un plan de relance européen également qui a été mis en place avec une volonté de reshoring assez nette. Aussi, la performance qui a été très bonne sur ces fonds en 2020-2021, elle a été pas mal tirée par des flux qui étaient nettement positifs sur les fonds verts. Ça s'est inversé sur 2021, 2022 et 2023 avec des flux négatifs qui ont finalement ramené les valorisations à des niveaux plus que raisonnables, puisque le fonds global Écosolutions, aujourd'hui, le PE moyen, c'est à 20 fois, donc c'est le plus bas historique pour ce fonds. Donc on est vraiment revenu sur des niveaux de valorisation extrêmement raisonnables sur la thématique, d'autant plus que la croissance bénéficiaire, évidemment, se poursuit. On attend 10% de croissance des EPS, des valeurs en portefeuille cette année, et cette croissance, elle devrait même s'accélérer dans les années à venir. Donc, voilà, beaucoup de signaux positifs sur la thématique et avec en plus, comment on réfléchit un peu à notre positionnement. On voit quand même qu'il y a eu, je le disais tout à l'heure, entre les différentes thématiques, il y a des vraies différences de performance. Les énergies renouvelables ont vraiment boosté en 2020 et en fait on regarde un peu les performances de chaque sous-segment de la transition énergétique parce que tous ne se comportent pas pareil et typiquement sur les énergies renouvelables le début d'année a été compliqué, elles n'ont pas joué le rôle défensif des utilities, les utilities plus traditionnelles ont pu jouer ce rôle, donc là on a une vraie décote sur les énergies renouvelables qu'on a renforcé notamment dans nos portefeuilles. À quel niveau par exemple aujourd'hui les énergies renouvelables représentent quelle part de votre portefeuille? Alors, globalement, on a un portefeuille qui est assez équilibré entre tout ce qui est exposé à climat et biodiversité. On va être généralement à 50-50, même si évidemment ça évolue en fonction des performances de ces différents sous-segments. Et dans ce qu'on classe dans le côté climat, alors il y a tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, mais également tout ce qui est lié à l'électrification, parce qu'il y a vraiment un besoin d'électrification énorme, avec un doublement de l'électrification à horizon 2050. Donc, et finalement, les acteurs de l'électrification, typiquement les fabricants de câbles, c'est des sociétés qui ne se payent pas très cher et qui pourtant ont des vrais réservoirs de croissance avec des beaux carnets de commandes, Nexans, Prysmian, Elia aussi un acteur belge dans la distribution d'électricité. Donc, toutes ces sociétés sont vraiment intéressantes à suivre. Il y a vraiment des fondamentaux qui sont très solides pour toutes ces valeurs. Et encore une fois, des carnets de commandes dans plein de sous-segments de la transition énergétique, comme le rail, par exemple, qui sont très forts et qui donnent de la visibilité sur les années à venir.
Et c'est vrai que tu parlais de la biodiversité, c'est une thématique dont on entend beaucoup parler, et pour le coup, qui est beaucoup moins adressée sur les fonds de la place. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques exemples de sociétés qui, pour toi, répondent à ces enjeux de biodiversité pour donner quelques exemples concrets sur cette Oui, thématique-là? bien sûr. C'est vrai qu'on a évidemment l'urgence climatique, mais on a aussi une problématique de ressources à travers le monde, avec des ressources qui s'épuisent. Et typiquement, on a dans l'alimentation, sur le fonds Global Eco Solutions, on est investi dans Sonopta, hein, qui est un acteur de l'alimentation végétale. Ça permet de réduire les pressions sur la biodiversité, hein, d'avoir une alimentation moins protéinée, on va dire. Idem avec des acteurs sur l'eau, la gestion de l'eau, American Water Works ou Xylem dans les équipements, Kurita Water également, qui permettent de réduire finalement les fuites, les perditions, hein, dans les réseaux d'eau qui sont massifs dans certains pays, notamment aux États-Unis où le réseau était très vieillissant. Merci beaucoup, Alban. Alors, on a eu quelques questions, je propose qu'on y réponde si ça vous convient. On a eu notamment une question sur la saison des publications, puisque c'est vrai qu'on a parlé des publications de résultats à venir, et quelles étaient les dates de ces prochaines publications finalement? Là, ça commence mi-juillet. Oui, oui, c'est ça. Ça commence mi-juillet, ça s'étend jusqu'à la première semaine du mois d'août. Voilà, je pense que ce qui sera là où le marché, en fait, effectivement, va être attentif, hein, c'est sur le discours des perspectives, hein, plus que sur les résultats eux-mêmes. Dans le côté négatif, il y a notamment dans la partie service, on a déjà eu beaucoup de sociétés qui nous ont parlé finalement d'un processus décisionnel qui se ralentit. Donc ça, c'est effectivement sur la partie industrielle aussi, on a quand même des premiers signes de consommation qui peuvent faiblir un petit peu. Donc il va falloir voir un peu quelles sont dans ce cadre-là les perspectives qui seront données par les sociétés, mais en même temps, comme le disait Alex, le positionnement des investisseurs aujourd'hui est plutôt sous-pondéré sur les actions. Donc c'est là où ça va être un peu tricky. On sent beaucoup de pessimisme, hein, de la part des investisseurs et en même temps, pas mal d'optimisme, hein, de la part des sociétés. On a eu beaucoup de conférences sur le mois de mai, juin, on a vu beaucoup de sociétés. Et on va voir si les résultats sont au rendez-vous, mais en tout cas, les messages ne sont pas si alarmistes. Alors, il y a eu un peu de déstockage dans certains secteurs au Q1, ça peut se prolonger un peu sur le Q2, mais il y a quand même pas mal de… voilà, dans pas mal de secteurs, on reste bien orienté. Ouais, merci. Gilles, justement, tu parlais un peu donc, de réallocation. C'est vrai qu'aujourd'hui, Sycomore Partners a une allocation plutôt autour de 50%. Quels seraient pour toi un peu les drivers, soit pour une réexposition plus importante ou une sous-exposition de ton portefeuille, justement? Je crois qu'en fait, la question ouverte, c'est effectivement, est-ce qu'on va avoir des signes qui vont montrer un ralentissement plus prononcé? Est-ce qu'on va avoir des statistiques au fur et à mesure qui montrent un ralentissement beaucoup plus prononcé? Et dans ce cas-là, le marché devrait baisser quand même un petit peu et on accompagnera un petit peu cette baisse. En revanche, en fait, le fait que effectivement la transmission des politiques monétaires est en train de bien se faire sur l'inflation, avec les premiers indicateurs comme quoi l'inflation est en train de baisser. Il se pourrait en fait effectivement que les taux, finalement, les banques centrales commencent à changer leur fusil d'épaule et commencent à baisser un petit peu les taux, et que finalement, on est sur un soft landing avec une perspective finalement de rebond du cycle. Et c'est là où effectivement la première classe, le premier style d'action qu'on achèterait, effectivement, ce sont des cycliques qui sont aujourd'hui au tapis en fait, hein, tout simplement, puisque tous les investisseurs actions aujourd'hui sont extrêmement réticents à acheter des cycliques dans la perspective d'un éventuel hard landing. Et si cette perspective se lève un petit peu, Partners typiquement reprendra de l'exposition essentiellement sur les cycliques. Et est-ce que tu pourrais peut-être donner des exemples de valeurs cycliques que tu privilégierais dans ton allocation? Oui, bien sûr. Dans les exemples de cycliques, eh bien, d'une part, il y a les cycliques dans la construction. Hein. Dans la construction, une des valeurs emblématiques de transformation, c'est Saint-Gobain, hein, qui fait qu'il y a, au-delà du cycle, par sa transformation, elle est un peu indépendante ou autonome du cycle. Et bon, elle profitera du cycle s'il reprend. Donc, dans ce cas-là, il y a effectivement Saint-Gobain. Il y a des secteurs comme les semi-conducteurs, qui aujourd'hui, une valeur qui est en transformation aussi, qui est STMicro. Aujourd'hui, elle est en termes de valorisation, malgré finalement le run qu'elle a eu sur les 2 dernières années,
elle reste à des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles, hein, à 8 fois 8, alors qu'on est sur un secteur aujourd'hui qui est plutôt à 13 ou 14 fois. Donc, si le cycle reprend, c'est une des premières valeurs qu'il faut prendre. Et puis, on a l'automobile. Hein. L'automobile, aujourd'hui, est une autre valeur, et un autre secteur cyclique, qui aujourd'hui, soit sur les équipementiers, soit sur les constructeurs eux-mêmes, si le cycle de l'auto peut reprendre un petit peu, ça fait partie effectivement des trois secteurs sur lesquels on se repositionnerait très, très fortement. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question un peu plus pour toi, Alban. Tu parlais de l'Inflation Reduction Act, donc de l'IRA aux États-Unis. Est-ce que ce plan de relance est déjà effectif? Est-ce qu'il est déjà déployé? Et si oui, sur quelle peut-être thématique particulière? Bien sûr, et ça va très vite aux États-Unis. C'est vrai que souvent, quand on fait des annonces en Europe, en France, ça prend du temps. Il y a des démarches administratives, etc. Aux États-Unis, c'est quasi instantané. Et d'ailleurs, on en voit déjà les effets, hein, effectivement, puisque depuis un an, on a vu un doublement des investissements industriels et des investissements en nouveaux bâtiments aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment très matériel déjà. Et encore une fois, il y a beaucoup de segments qui sont visés. On parlait, je répète notre message parce que c'est une vraie conviction, hein, sur le solaire aux US. Alors, en plus, il y a eu des vraies prises de profit sur une partie de ces acteurs, notamment ceux exposés au résidentiel, hein, avec Sberbank, parce qu'il y a pas mal de financement par les banques régionales aux États-Unis. Mais voilà, le solaire US a vraiment de très belles perspectives, avec encore une fois une multiplication par 5 des installations dans la décennie à venir. C'est donc un segment qu'on joue particulièrement avec SolarEdge, encore une fois en phase et choses technologiques. Justement, ça tombe bien, c'était une des questions complémentaires qui arrivait, c'était quelles énergies renouvelables vous privilégiez dans le fond? Et en complément, le profit warning de Siemens Gamesa est-il un wake-up call sur la rentabilité de ces entreprises? Alors, il y a un vrai wake-up call effectivement sur les turbiniers, hein, sur la profitabilité des turbiniers. Ça fait quand même plusieurs trimestres, voire années, hein, que cette rentabilité est sous pression. Siemens, Gamesa, Nordex ou Vestas ont eu des marges très comprimées, voire des résultats négatifs, hein, avec les coûts de l'acier qui ont explosé. C'est en train de se normaliser, mais ça reste quand même sur des niveaux élevés. Les coûts de logistique qui avaient également explosé. Et donc, ça a été très compliqué pour ces acteurs. Donc, on n'était pas exposé à Siemens Gamesa ni dans la stratégie Europe, ni dans la stratégie globale. On a eu dans le passé Siemens Gamesa dans la stratégie Europe, mais on l'avait apporté à l'offre de Siemens Energy. Donc voilà, après, l'acteur qu'on regarde, c'est évidemment Vestas. A priori, il y a des problèmes qui sont assez spécifiques quand même à Siemens Gamesa, des problèmes d'organisation, etc., qui ne sont pas forcément les mêmes chez Vestas. Néanmoins, voilà, on sait que c'est un secteur où, assez paradoxalement, il y a assez peu de pricing power. Pourtant, c'est un secteur qui est assez concentré, hein, oligopolistique même. Et pourtant, peu de pricing power, même si on voit quand même que les prix de vente des turbines sont en train de remonter, ce qui peut donner espoir à une rentabilité qui se normalise chez Vestas. Merci beaucoup, Alban. Et enfin, j'ai une dernière question pour toi, Gilles. Outre les actions, quelles sont tes positions sur Partners? Alors oui, non, Partners, en fait, c'est soit des actions, soit du cash. Donc, tout ce qui n'est pas investi en actions est investi en cash. Merci beaucoup. Je vois que nous n'avons plus de questions. Nous vous remercions tous pour votre écoute. Si jamais vous avez des questions complémentaires, l'ensemble des équipes de Sycomore est à votre attention pour vous y répondre. Et nous vous souhaitons à tous un très bel été par avance. Merci. Merci. Au revoir.